Des étudiants en médecine, très remontés, pas que des étudiants, on va dire bien sûr, il n'y a pas que les étudiants qui sont concernés. On va revenir sur, j'aimerais juste finir sur l'histoire des 2 ans, après les 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, on verra un petit reportage pour ensuite enclencher, embrayer sur les différentes actions qui sont prévues et surtout les revendications, parce qu'il faut vraiment savoir ce que vous demandez au ministère. Alors, après les 2 ans, là vous nous dites, vous ne savez pas ce qu'ils vont devenir. Après les 2 ans, Oui. on ne sait pas, mais a priori, d'après ce qu'on voit, parce que si on a par exemple à peu près 2500 médecins, je parle concernant les médecins et pas les autres professions, si on a 2500 médecins lauréats chaque année, ça va faire sur les 2 ans 5000. Eh bien, 5000, il y a de quoi combler les régions, beaucoup de régions. Donc on peut dire que la fonction publique va être bannie et que ces 5000, au bout de 2 ans, vont chercher à s'installer en privé. Et ce qui va se passer, c'est comme la pharmacie aujourd'hui, quand un pharmacien a son diplôme, il cherche pendant 2 ans où s'installer, il ne trouve pas, et je ne sais pas comment il finit. Donc c'est premièrement le retentissement sur la fonction publique, et c'est ça notre inquiétude, sur la santé publique. Deuxièmement, sur le secteur privé, et ça c'est aux médecins privés, là aussi, ça les interpelle, parce que quand 5000 médecins généralistes et d'autres spécialistes vont s'installer en privé d'un seul coup, c'est-à-dire que tout ce qui était recruté en public, on n'en aura plus besoin, parce que les lauréats vont travailler pendant 2 ans selon cette modalité qui peut être comparée à ce qui se passe en France comme un CDD, un contrat à durée déterminée. Je pense que la fonction publique va être bannie dans la santé, dans le secteur de la santé. Si le médecin a une durée de formation si longue, 8 ans, bac plus 8 ou bac plus 15, bac plus 14 pour la spécialité, alors que quand il est déjà en formation, par exemple en 7e année de médecine, il fait un service, il assure un service à 750 dirhams par mois sans rémunération de garde pendant 1 année, dans des gardes, vraiment 5 à 6 gardes par mois au moins, dans des services d'urgence dans tous les hôpitaux du royaume. Ils sont répartis dans tous les hôpitaux du royaume. Et quand un résident travaille dans un service... Pardon ? Logé nourri? Non, je vous pose la question concrètement. Pas dans tous les internats. Il y a des internats, il faut aller les voir, il faut aller les visiter. Non, d'accord. Je vous invite à aller les visiter. J'ai visité quelques amis là-bas, mais dans des internats des hôpitaux régionaux. Alors, deuxièmement, quand un médecin résident passe 4 années ou 5 années de formation, il faut savoir là aussi dans quelles conditions il passe ces 5 ans ou 4 ans. C'est lui qui fait les urgences. C'est partout dans le monde. Le médecin résident et interne, il est au contact direct, le premier contact en termes de corps médical. Il fait tous les dossiers de malades. Il entre au bloc comme aide opératoire alors que ce n'est pas son travail, c'est un travail d'infirmier du bloc opératoire. Maintenant, d'ailleurs, j'attire l'attention, dans quelques jours, on sera devant une grève illimitée des médecins internes et résidents. On va y arriver. C'est la paralysie des blocs opératoires au CHU. On va y arriver. Donc, justement. Comment imaginer un service obligatoire après un bac plus 15 dans ces conditions? On va y arriver, on va parler des revendications, on va parler des différentes actions. Je reviendrai avec vous, on voit un petit sujet. Diles Sadreni. Le dialogue de sourds entre étudiants en médecine et ministère de la Santé ne date pas d'hier. Leur réaction au projet de loi relatif au service sanitaire national rappelle les grèves des médecins internes entamées il y a 4 ans, suite aux propos tenus par la ministre Yasmina Baddou au Parlement. Le 1er mai 2011, des milliers de médecins internes s'étaient mobilisés pour demander une réforme du système de santé publique, une revalorisation de leurs conditions de travail et l'obtention d'une assurance maladie. Quelles étaient leurs revendications à l'époque ? Obtenir une équivalence du diplôme de doctorat de médecine avec le doctorat d'état de l'enseignement supérieur. À noter que dans le secteur public, les médecins reçoivent le même salaire que les titulaires de master alors qu'ils ont étudié 3 ans de plus en moyenne. Autre revendication, et pas des moindres, l'intégration des médecins internes et résidents dès la première année du résidanat, au lieu de 2 ans actuellement. Ils réclament également une revalorisation de leur salaire, actuellement de l'ordre de 3000 dirhams par mois. Pour rappel, les internes et les résidents représentent près de 70% des médecins traitants dans les centres hospitaliers universitaires. À l'heure du projet de loi relatif au service sanitaire national, que sont devenues ces revendications ? Alors, on va peut-être revenir sur les revendications, mais surtout sur ce qui est prévu, parce que c'est ça qu'il faut dire aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de paralysie. Quel impact ça va avoir? Alors, on parle de boycott de la rentrée, on parle de sit-in, il y a une marche qui est prévue demain, autorisée, à Rabat. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le mouvement est suivi par tous les étudiants? Oui. Comment est suivi le mouvement, finalement? Alors, bien évidemment, il y a le Comité national des étudiants en médecine qui collabore avec le Comité national des internes ainsi que les résidents et ils travaillent ensemble pour un mouvement de boycott. On a commencé le boycott des étudiants depuis le 3 septembre
depuis le début de la rentrée universitaire, et ceci sur les 5 facultés. C'était quand la rentrée universitaire? C'était le 3 septembre pour le commencement. Le 3 septembre pour le commencement des stages hospitaliers et le 14 pour le commencement des cours à l'amphi. Et donc nous avons commencé par le boycott des stages hospitaliers dans les 5 facultés du Royaume de médecine générale ainsi que les 2 facultés de médecine dentaire. Casa et Rabat. Et nous avons continué le boycott. Nous sommes actuellement à la 3e semaine et nous avons un plan bien évidemment du travail, un plan à court terme et un plan à long terme. Le court terme, c'est demain avec une marche nationale, avec une collaboration du Comité national des internes et des résidents. C'est ce qu'on appelle la révolution du stéthoscope, la révolution de la blouse blanche. Et donc c'est une marche qui va commencer depuis le Parlement et depuis le ministère de la Santé jusqu'au Parlement. Et nous allons continuer notre boycott tant qu'il n'y a pas un terrain d'entente avec Monsieur le ministère, tant qu'il n'y a pas des propositions qui sont efficaces et qu'il n'y a pas un rejet de la loi qui oblige à travailler pendant les 2 ans. Alors qu'est-ce que ça implique? Là, vous parlez, bon, étudiants, rentrés en amphi, bon, on peut comprendre. Les stages, par contre, là, ça peut avoir un impact absolument incroyable. Qu'est-ce que, juste pour que les gens comprennent aussi, les stagiaires, c'est pas un stage photocopie quand on est en stage médecine. Ce sont vraiment des stagiaires qui concourent à la santé. Alors, les stagiaires, il y a en fait deux sortes. Il y a les étudiants en médecine qui n'ont pas encore eu le diplôme de doctorat en médecine et qui contribuent un petit peu, bien sûr, au service, dans un des services, mais qui beaucoup plus, en fait, apprennent. Et là, le temps compte beaucoup. 3 semaines, c'est trop pour un étudiant, pour... L'absence, on est vraiment, on ne sait plus quoi faire en tant qu'enseignant. Faut-il refaire l'année? Faut-il s'attendre à... Ça, c'est l'impact sur les étudiants, sur le cursus. Oui. Alors, mais pour les résidents, par exemple, s'ils ne travaillent pas, c'est la paralysie du système. Les enseignants sont là pour encadrer, pour chapeauter, pour faire... Mais le travail quotidien, les dossiers, les gardes, etc., c'est beaucoup plus les internes et résidents. Donc, alors j'ai une question que j'allais vous poser. On va revenir sur les revendications. C'est vrai qu'il nous faudrait plus de 60 minutes parce qu'il y a énormément de choses à dire. J'ai un tweet avec une question. Pourquoi épargner les étudiants en médecine privée? Pourquoi sont-ils épargnés de cette loi obligatoire? Alors c'est vrai que ça c'est une vraie question. Là on a parlé du public, le privé. Si vous voulez, ça c'est un leurre. Ça c'est un leurre du ministère de la Santé, comme quoi ils sont épargnés à la base. Nous refusons ce système de privatisation et du désengagement total de l'État dans le secteur de santé. On a été contre l'instauration des facultés de médecine privées. On a été contre la privatisation du secteur. Et toute cette loi va dans le même sens, va dans le sens d'un désengagement absolu de l'État au profit du privé vers la paralysie de tout un secteur. Une petite parenthèse pour venir au point tout à l'heure, je voulais ajouter que derrière les commissions des étudiants et des internes et résidents et des médecins en général, il y a 15 000 personnes. Donc je peux vous dire que l'adhésion, elle est sans précédent, elle est historique. On va le voir tous demain. Vos journalistes seront présents avec nous demain. L'adhésion est sans précédent, elle est historique. Le dossier revendicatif, il est commun, bien qu'un article stipule que les résidents actuellement ne sont pas concernés par ce projet de loi. C'est une tentative, malheureusement, qui ne va pas aboutir, de diviser notre corps, mais nous resterons unis avec les étudiants, puisque l'étudiant d'aujourd'hui, c'est le médecin de demain. Donc, le dossier revendicatif, il est commun et on va aller au bout. Alors, justement, je veux juste pour qu'on décortique et pour que les gens comprennent ce que vous revendiquez. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas le ministère sur le plateau, mais je pense qu'on aura l'occasion de refaire une émission sur le sujet après, s'il y a modification de ce projet de loi, ou s'il est adopté. Bon, on a parlé, bien sûr, vous voulez le retrait du projet de loi, vous voulez la revalorisation du montant des bourses d'études accordées. Alors, expliquez-nous, les bourses d'études accordées aujourd'hui, comment elles sont attribuées et leur niveau? Bien évidemment. C'est inadmissible et illégal d'avoir une bourse d'étudiant à la faculté de médecine à 110 dirhams par mois. 110 dirhams uniquement par mois, qui a été accordée par la loi numéro 291-527 depuis 1991.
72 et qui n'a pas été changé jusqu'au jour aujourd'hui. Ça n'a pas été revalorisé depuis. Exactement. Moi, études en 1986. Vous étiez, voilà, à son âge. J'ai commencé en 1986, oui. C'était la même bourse d'externat, c'est-à-dire la 110 même bourse dirhams. pour les stages, 110 dirhams la Par troisième année, et je pense 165 par la suite. la quatrième et cinquième année. Et je voulais dire par la même occasion que nous sommes le plus de tous les étudiants qui remboursent l'État. Nous travaillons en tant qu'étudiants de 3e année, 4e année, 5e année, de 8 à midi, avec des gardes. Nous travaillons en tant que faisant fonction interne dans les CHU de 8 à midi et de 14h à 18h, et en tant que médecin de périphérie en 7e année avec des gardes. Et nous recevons en tant que médecin de périphérie à peu près 200, 300, voire 500 consultations d'urgence par jour. Avec un petit calcul de 40 dirhams par jour, ça fait plus que 20 000 dirhams par jour. Nous sommes le plus qui rembourse l'État. Et Monsieur le ministre, il nous condamne par la gratuité de nos études. À chaque fois qu'on sort ce volet pécunier, Oui. et on a toujours les mêmes réflexions, et vous l'aurez certainement dans les hashtags, que bon, la médecine est un métier noble et qu'il ne faut pas parler de ça. Mais si je n'étais pas médecin, je suis aussi simple citoyen, j'aimerais aller chez un médecin. Vous avez entendu ma phrase au tout épanoui. début de l'émission? Ma fille, mon fils, tu seras médecin. Oui. Non mais C'est vrai. il y a le noblesse du métier, mais il y avait aussi l'aspect pécunier. On voit pas. Il y a l'aspect pécunier, c'est-à-dire je préfère en tant Ouais. que citoyen être traité par un médecin épanoui, confortable dans sa vie, confortable dans sa tête, pour pouvoir me traiter. Bon, alors ça fait partie des revendications, c'est essentiel. Je veux dire, quand on voit ces chiffres-là. On peut parler du doctorat en médecine aussi. Le doctorat en médecine actuellement, qui est un bac plus 8, il est coté dans les bases salariales du ministère de la Santé par un indice 336, alors que tous les doctorats du Maroc sont cotés par un indice 509. Que M. Louardi nous explique pourquoi. Et s'il y a une aberration, qu'il la corrige. Alors, j'ai 2 tweets à ce sujet. Un, l'État a-t-il démissionné de la santé en la privatisant? Tous nos professeurs travaillent déjà dans la fac privée. C'est faux. À ma connaissance, je ne sais pas. Franchement, la première année, je ne pense pas. Bon, la deuxième année vient de commencer, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Mais je sais que l'année dernière, les enseignants... Il y a eu beaucoup de transferts. Beaucoup de transferts de la médecine publique. Non, On sort de la politique, je vais parler de transhumance. Moi, je peux vous dire une chose, c'est démissions. qu'à la fac de médecine, Oui. en 2012, depuis que le ministère de la Santé a pris une décision brutale, sans réflexion, sans aucune concertation, d'arrêter le travail des enseignants dans le secteur privé, qui est là aussi une forme qui existe dans tous les pays du monde, pour garder les enseignants dans le secteur public. Depuis cette date, nous avons perdu à la faculté de médecine de Casablanca 80 enseignants. Alors, imaginez qu'en 2005, on était 380 enseignants pour 285 étudiants par an. Et qu'aujourd'hui, en 2015, nous sommes 230 enseignants pour 400 à 450 étudiants par an. Bon, ça fait partie de vos revendications. Et là, vous parlez justement de rehausser la qualité Bien de la sûr. formation dans les facs de médecine. Les 80 Vous avez votre enseignants professeur n'ont pas été devant vous. remplacés. C'est quoi? C'est une question quantitative ou qualitative? Parce que là, Les vous parlez deux. de rehausser la qualité. Les deux. Et dans le dossier revendicatif, il n'y a On pas... enseigne mal la médecine dans nos facs? Je pose la question de but en blanc comme ça. On ne peut pas faire autrement. Nos professeurs font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils peuvent. La vague de démission qui a été conséquente aux décisions aussi surprenantes que brutales de Monsieur le ministre, Monsieur Hussein Louardi, ont été vécues comme un choc de la part de tous les étudiants, de la part de tous les médecins. Actuellement, le nombre qui est imparti aux professeurs est plus élevé, alors que le nombre de professeurs il ne cesse de diminuer. Pourquoi? Parce que, vu que l'État se désengage, vu qu'il n'y a pas assez de motivation pour travailler dans le secteur étatique, les professeurs, ils vont ailleurs. Et quand les professeurs vont ailleurs, les étudiants qui sont voués à un enseignement académique, ils payent le prix, et ils payent le prix cher. Ce que nous voulons, c'est de la formation, ce n'est pas de la déformation de médecins. Excusez-moi pour la formation. Après, je vais vous lire une réaction sur Facebook qui ne va pas vous plaire, mais il y a aussi beaucoup de trucs dans ce sens. Allez-y. Je ne dis pas que la formation. Les médecins fournissent un effort colossal pour pouvoir former ces gens. Les enseignants et les résidents, ils fournissent un effort colossal pour assurer cette formation. Et cette formation est bien reconnue même à l'étranger jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui va déstabiliser le système de santé. Parce qu'il n'y a pas que cette loi, il y a d'autres choses, si vous voulez. Il y a le décret, la loi concernant la loi 131/13 de l'exercice de la médecine.
qui va vers la privatisation à outrance. Il y a cette loi qui là aussi oriente vers la privatisation, et ça va vers le désengagement de l'État, effectivement, de tous les secteurs de santé publique, universitaire et privé. Alors, je vous lis un post sur Facebook. Accrochez-vous bien, parce que ça va pas vous plaire. Mais bon, je suis obligé. Non, mais j'imagine. On sait très bien comment sont les médecins d'aujourd'hui, intéressés que par le fric. Faites une promenade dans les hôpitaux et vous verrez que tous les médecins désertent leur place pour aller travailler dans les cliniques privées. Bah oui, lui aussi, il veut, je vais pas dire la marque, une grosse voiture et des enfants à la mission française. Alors ça y va. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, mais vous comprenez bien que ça cristallise et vous comprenez que vous devez répondre à ce genre d'interrogation. Effectivement, il a dû prendre l'émission en route avec tous mes respects et finalement, il n'aura pas 60 minutes de comprendre, mais que les minutes restantes. Alors, pour bien lui expliquer la chose, c'est que le médecin, il ne cherche qu'une seule chose, c'est pratiquer son travail en bonne et due forme et dans des conditions humaines. Est-ce que c'est un tort de demander à ce que la rémunération soit à la hauteur des études, c'est-à-dire à la hauteur d'un bac plus 8? Est-ce que vous estimez normal que le gouvernement qui se plaint de ne pas avoir assez d'argent augmente le salaire des juges, des parlementaires et ne le fait pas pour les médecins? J'aimerais bien que cette même personne nous réponde sur Facebook actuellement. Alors maintenant, il faut voir, je ne dis pas que les médecins, bien sûr, ils vivent, la majorité des médecins, c'est de la classe moyenne, comme aujourd'hui, comme l'enseignant du second cycle, comme l'enseignant du supérieur, tout est devenu c'est à peu près pareil. Il faut voir où logent les médecins aujourd'hui, à Rabat, à Casa, allez-y, qu'ils voient, est-ce qu'ils ne vivent pas avec le reste de la population dans les mêmes quartiers. Ce n'est pas ce qu'on veut véhiculer comme image de certains médecins qui sont anciens, ou qui ont fait, d'une manière ou d'une autre, qui ont fait du privé, d'emblée du privé. La majorité, la grande majorité des médecins vivent dans des conditions. Le médecin doit, bien sûr, contracter un crédit pour un logement, pour une voiture, etc., etc. C'est le cas de tous les professionnels de la classe moyenne. Je pense que les quelques petits exemples qu'on veut donner ici sont tellement médiatisés, mais les autres ne le sont pas. Pourquoi on ne médiatise pas? Pourquoi on ne fait pas une émission pour voir quelles sont les conditions de vie de la majorité des médecins? Et là, j'attire l'attention des citoyens. Il faut faire très attention aux réactions et au dénigrement de ces médecins parce qu'ils viennent à l'hôpital, on les reçoit, on sait très très bien que la majorité, beaucoup de citoyens reviennent contents chez eux. Mais la petite minorité qui a eu un petit accrochage va être cet accrochage et ces événements vont être plus médiatisés et c'est ça le problème. Alors vous êtes étudiant en médecine, je le rappelle. Quand vous entendez ça, j'imagine que ça doit vous faire mal, mais vous devriez être médecin dans combien de temps? Dans 2 ans. Dans 2 ans, d'accord. Enfin dans 4 ans, quoi. Si ça passe. Non mais... Eh bien, je veux juste rassurer les citoyens. Nous voulons travailler les citoyens dans les régions les plus précaires et c'est le rêve de chacun de nous avant de commencer les études en médecine. Nous voulons travailler les citoyens pour le restant de notre vie. Non seulement si, ils nous donnent tous les droits, bien évidemment. Ce que je veux dire à ce monsieur, le Facebookien, c'est que si la loi est de service non obligatoire, avec des encouragements, je peux leur assurer que une grande quantité des étudiants vont signer le contrat avec l'État. Si seulement ce n'est pas obligatoire et avec des encouragements. Est-ce qu'on peut avoir une petite minute pour expliquer un peu la situation qu'on vit tous les jours? Allez-y. Actuellement, au CHU de Casa, nous avons un scanner qui est en panne depuis 3 mois. Même une radio. Au CHU de Casa, c'est-à-dire ce qui est le top du top. Depuis 15 jours, la radiographie normale des urgences est en panne. C'est-à-dire que là, si je me fais fouler le poignet, je ne peux pas faire une radio aux urgences de Casablanca. Actuellement, on prescrit des fils aux patients dans des services, dans plusieurs services. Et ça, c'est une réalité. Pour ma spécialité. Des fils. Ben oui. Vous êtes chirurgien, oui. Et normalement, vous devez les avoir, c'est ça? Normalement, on devrait les avoir. Autre chose, en traumatologie. Lorsque un patient ramédiste, le ramède c'est un autre sujet, un patient ramédiste vient, je dois l'opérer pour une fracture, je dois lui prescrire des plaques d'ostéosynthèse. Mon CHU ne me les fournit pas, je fais une ordonnance, il s'en va, il revient, c'est une facture de 6 000, 7 000 dirhams à payer. J'ai l'air de quoi en tant que médecin du secteur public qui donne une ordonnance à 6 000, 7 000 dirhams pour un indigent? Ça, c'est des questions où on aimerait avoir la réponse de M. Louardé.
Oui, c'est vrai que professeur. C'est ce que vous dites, peut-être il date de... Mais là, aujourd'hui, je le vis aujourd'hui. Je le vis aujourd'hui. Où ça? Actuellement. Pas à Casa. Non, je le vis dans un hôpital régional d'une grande ville. Mais aujourd'hui, à Casablanca, Professeur. moi, j'avoue sincèrement qu'il y a une concertation avec la direction de CHU. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que le scanner est en panne. Mais quand on nous explique, le grand problème, c'est quoi? C'est quand on a la même législation pour les marchés, on a la même législation pour l'enseignement que pour les communes, que pour l'hôpital. Quand quelque chose tombe en panne à l'hôpital, il y a le budget à l'hôpital, on le sait, le directeur nous l'a communiqué. Il y a tout, mais l'administration, c'est-à-dire les textes législatifs, ne permettent pas d'avoir quelque chose en 1 mois, en 2 mois, impossible. Et ça, c'est vraiment, c'est ce qui tue les conditions de travail dans tous les CHU. C'est un problème qui date depuis que j'étais en formation, le scanner est tombé en panne tous les 2 jours. Au lieu que le ministère se penche sur la législation dans ce sens, on cherche à amener des projets, tout le temps, des projets qui sont un petit peu, qui posent toujours des problèmes. Et là, vous avez parlé, par exemple, de, est-ce que vous conseillez à votre fils de faire médecine? Eh bien, pas du tout. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes élèves renoncent. C'est une désillusion, là. Ils renoncent à la médecine. Pourquoi? À cause de la durée longue des études. Si vous lui dites aujourd'hui, il y aura encore 2 ans pour le service obligatoire qu'il n'a pas choisi, eh bien, vous imaginez que beaucoup d'étudiants vont être démotivés. Et comme a dit si Amine, c'est vrai que quand on était étudiant, c'était quoi notre rêve? C'est de travailler le citoyen. Sincèrement, je ne le dis pas. Et si on est resté au CHU, et si on est parti en France, on n'est pas resté en France. C'est pour cette raison. C'est pour travailler le citoyen marocain dans le secteur public. Je vais vous poser... J'ai la possibilité d'être en privé et d'être nettement mieux payé. Mais si on a fait ce choix, c'est que nous sommes pleins de motivation, comme les étudiants sont pleins de motivation, comme les résidents, les internes, etc. Mais malheureusement, aujourd'hui, on casse cette volonté. On casse cette volonté et cette ambition de rendre service aux citoyens marocains dans des conditions dignes de médecins. Alors, si ça passe, vous qui êtes étudiant, excusez-moi, je pose vraiment la question aux étudiants parce que c'est vrai que vous avez déclenché le mouvement. Et bon, j'ai aussi une petite question, je vous demande. Pardon ? Ça passera pas. Bon, non, mais attendez, on verra. L'avenir nous le dira. J'ai un poste qui nous dit que le mouvement est très peu suivi sur Rabat, contrairement aux autres villes. C'est vrai ou pas? En fait, vous avez du mal à mobiliser sur Rabat? Non, ils sont très mobilisés, les étudiants à Rabat. C'est juste qu'il faut un tout petit peu du temps, mais ils sont très mobilisés, ils sont conscients de la situation. Et donc, les militaires, ils n'ont pas le droit, bien évidemment, de faire le boycott. Mais aujourd'hui, on se retrouve à Rabat avec presque 0 étudiant qui rentrent au cours et presque 0 étudiants au service à l'hôpital. Nous sommes à plus de 95% d'adhésion à cette grève. Alors, vous êtes étudiant, donc, je reviens à ma question. Vous êtes étudiant, très bien. Je ne sais pas si vous êtes représentatif, enfin vous représentez les étudiants, mais la question que je vais vous poser, si ça passe, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez décider à faire, si ça passe, en l'état? En fait, non, c'est à lui que je pose la question. Oui. Après, je vous demande. En tant qu'étudiant et en tant que corps représentatif, nous allons boycotter jusqu'à ce que nous allons avoir les droits. Et le droit le plus légitime, c'est l'annulation de l'obligation du service civil obligatoire. Et je répète, nous sommes conscients de la situation. Nous voulons travailler le citoyen avec tous nos droits et non pas dans l'obligation et avec une intégration dans la fonction publique. Alors, j'aimerais juste, tout à l'heure, je vous ai posé la question, vous m'avez dit l'impact sur le cursus des étudiants. Aujourd'hui, les internes et les résidents suivent le mouvement. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact à court et moyen terme sur la santé au Maroc? On n'aimerait pas qu'il y ait d'impact justement parce que ça risque d'avoir comme impact? Ça risque de bloquer toutes les prestations sanitaires, non seulement des CHU, mais par extension à tout le royaume. Alors juste pour vous dire, si cette loi passe, il y a eu une action qui a fait le buzz la semaine dernière, vous l'avez certainement vu, où des étudiants sont sortis dans la rue pour vendre des journaux et des mouchoirs. C'est pour donner l'information au grand public, comme quoi les étudiants, ils sont prêts à tout abandonner, à revenir à des métiers encore plus noble, parce qu'on est en train de comparer, de dénigrer le médecin, alors quitte à sortir dans la rue, à être des marchands ambulants ou je ne sais pas quoi, peut-être qu'on caricaturise, mais si ça continue, on va y arriver.
C'est justement pour dire qu'après les 2 ans de service civil obligatoire, si on n'a pas l'intégration, donc on sera dans la rue avec des métiers bien évidemment les plus nobles, à vendre les journaux et vendre Kleenex. Et juste à titre informatif, nous avons réussi à vendre un seul journal à 1000 dirhams. Les citoyens, ils sont conscients aussi de la situation. Et donc, pour dire aussi qu'au bout d'un quart d'heure, nous avons pu avoir ce que le ministre peut nous donner pendant tout un mois, les 110 dirhams. En vendant des boîtes de mouchoirs. Bien évidemment. Bon. À des médecins. Vous avez appris la communication en tout cas, mais c'est ça, il n'y a pas à dire. Un tweet qui nous dit pourquoi ne pas envisager une embauche directe de la part de la nouvelle région de médecins qui le désirent, coût égal 0 pour l'État. Oui, ça c'est très très intéressant. Voilà, je dirais que globalement ça veut dire que la médecine ne doit pas, la santé et le coût de la santé, le financement de la santé ne doit pas dépendre uniquement du ministère de la Santé. Il doit y avoir une participation de la région et ça se fait, mais ce n'est pas une obligation, c'est à sa guise. En France, celui qui préside le conseil d'administration du CHU, ce n'est pas le ministre de la Santé qui aujourd'hui ne préside même pas un conseil par an par CHU, alors que la loi prévoit au moins 2. C'est le maire de la ville qui préside le conseil d'administration du CHU. Et le financement de la région et de la ville est très très important. Et comme ça, on va faire... Effectivement. Mais ça, c'est quoi? En fait, ça dénote de quoi? On a un problème d'accès, on a vraiment un problème d'accès aux citoyens. Le ministère de la Santé devrait réunir toutes les forces vives, aussi bien de la santé que de la société civile, les syndicats de la santé, et on mène une réflexion. Il y avait un colloque, Monadara, en 2012 ou en 2013, mais c'était en fait, moi je dirais Monawara, chez Monadara, parce que rien de ce colloque n'a été appliqué. Si par exemple on réunit toutes ces forces vives, on proposerait beaucoup de solutions. Monsieur le ministre s'enferme, il fait un projet pendant 7 mois et il envoie à tous les acteurs, donnez-moi votre avis dans 15 jours. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il va vous dire, j'ai pris 90% des remarques des étudiants, des résidents, de tous les médecins, mais je ne peux pas prendre 100%. Et le 100% réside dans l'obligation, par exemple, pour les étudiants, ça constitue le 90% du projet. Et il va vous dire, voilà, moi j'ai pris quand même 90%. Mais l'essentiel ne l'a pas. Donc la communication avec la population, il faut faire attention, il faut que la population marocaine fasse attention à ce genre de discours. On vous montre, le ministre de la Santé vous montre la bonne face, la face bien présentée du projet. Et il vous laisse la face derrière, plein de problèmes, les conséquences sur la fonction publique, sur la médecine privée, etc. Aujourd'hui, le mouvement, malheureusement ou heureusement, il est bien observé. Parce que nous, enseignants, on se renseigne les autres facultés. On a trouvé que tous les étudiants boycottent et ça nous inquiète. Ça nous inquiète à 3 niveaux. Vous les soutenez, les étudiants dans le Moi, je ne peux pas me prononcer. Je Je ne représente personne. Oui. Moi, personnellement, ayant été médecin, ayant été étudiant, ça m'inquiète, oui. Si vous voulez, en tant que personne. Je ne représente personne ici. Mais nous sommes inquiets en tant qu'enseignants. Pourquoi? Parce que l'évolution du mouvement, on ne sait pas à quoi il va aboutir, parce que l'année est en danger. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'à Deuxièmement, l'année blanche? il y a une grève illimitée dans quelques jours. Ça va paralyser le CHU. Pour le citoyen, c'est grave. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'à une année blanche? Nous sommes prêts pour avoir nos droits. Nous sommes prêts pour avoir nos droits. L'année blanche, je ne sais pas exactement si ça va aller jusqu'à l'année blanche ou non. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Il faudrait avoir le ministère ou un représentant du ministère. Mais tout ce que je peux vous confirmer, c'est que le mouvement aujourd'hui est très bien structuré. Et nous allons tout faire pour avoir nos droits et l'annulation de l'obligation du projet. S'il vous plaît, je vous laisserai compléter. Si on va à l'année blanche et si on va à la grève illimitée qui est prévue pour le 1er octobre, cela ne voudra dire qu'une seule chose, c'est que Monsieur le ministre de la Santé ne s'est pas assis avec les étudiants, avec les médecins et ne s'est pas mis d'accord avec eux et n'a pas respecté leur avis. Cela voudra dire ça. Donc on invite dès aujourd'hui, Monsieur le ministre, on a donné 5 demandes d'audience depuis 2013, 5 demandes d'audience qui n'ont pas été... Donc, on n'a pas reçu d'aval, de réponse favorable. Et la dernière audience qui était prévue, nous avons essayé de rentrer avec nos collègues étudiants. Exactement. Les étudiants ont été chassés du ministère et nous avons refusé de rentrer avec Monsieur le ministre de la Santé puisque les étudiants en médecine n'ont pas été conviés. Et encore pire, excusez-moi Michel Abdin, encore pire, c'est que nous avons eu l'invitation de M. El-Wardi par les médias et non pas directement. Et quand les étudiants sont partis pour voir M. El-Wardi, il n'était pas là. Il avait juste un représentant de M. El-Wardi. Et jusqu'à l'instant, après tous ces mouvements et tous ces sit-ins, nous n'avons pas pu avoir M. El-Wardi pour parler
différents points. Monsieur on a bien revendicatifs. entendu, Monsieur Wardé, qui est notre ancien doyen. On a bien entendu. Bon, là, c'est vrai que ça fait, on a l'impression d'être dans une émission à charge. Je répète encore une fois, pour les gens qui nous rejoignent et qui verront ça à la rediffusion, qu'on a demandé au ministère de venir. Ils n'ont pas refusé. Ils n'avaient juste personne à nous envoyer aujourd'hui. Question, il nous reste vraiment quelques minutes. Il nous reste 3 minutes. Donc, en gros, ce service, est-ce qu'il pourrait être aménagé pour que, quelles seraient les solutions pour qu'on puisse justement répondre à l'argument principal qui est d'aller désenclaver médicalement certaines zones? En un seul mot, embaucher. Il faut embaucher, il ne faut pas obliger. Embaucher les médecins. Les médecins n'attendent que ça. Ils veulent aller dans ces régions enclavées. Embauchez-les. Donnez-leur leurs droits. C'est tout. Engager des discussions avec tous les acteurs de la santé, on trouvera des solutions pour tout et dans de très très bonnes conditions. Parce que monsieur le ministre de la Santé a été doyen, a été médecin, il connaît le parcours d'un médecin généraliste, il connaît le parcours d'un médecin spécialiste. Bon, je me demande comment faire ce genre de projet pour ce genre de profession. Autre chose, c'est que Sa Majesté, en 2011, en mars 2011, a œuvré pour une nouvelle constitution qui stipule la concertation et que tout le monde, bien sûr, s'est mis à discuter. Et la Constitution est claire, il faut qu'il y ait de la concertation, c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, le ministère de la Santé, vous avez eu depuis 2 ans, depuis 2 ou 3 ans... Est-ce que vous avez été consulté, médecin? Non. Depuis 2 ou 3 ans, on assiste à des projets de loi de la santé qui posent beaucoup de problèmes et on ne se concerte avec personne. Et finalement, même s'il y a concertation des fois avec le Conseil économique et social, on ne prend jamais ces remarques en considération. Et là, je me demande à quoi sert la société civile et à quoi servent ces conseils. Je pense que c'est la discussion. De la discussion jaillit la lumière et vont jaillir des solutions adaptées à nos conditions marocaines. Les étudiants sont toujours éliminés de la discussion. L'étudiant d'aujourd'hui est le médecin de demain. L'étudiant d'aujourd'hui est le collaborateur de demain. Donc nous voulons que les étudiants aussi soient reçus par Monsieur le ministre et participent à la reformulation du projet pour couvrir les soins de tout le royaume. On a bien compris. Juste pour un peu d'humour, je vais vous lire une petite réaction sur Facebook de Amine qui nous demande pourquoi les médecins sont-ils autant détestés par le peuple au Maroc. Bon, on en a discuté, je veux dire, est-il vrai qu'ils n'ont pas de cœur? Pouvez-vous nous rassurer par une échographie d'un de nos invités ce soir au nom de tous les Marocains malades dans les hôpitaux publics? On finit sur cette note d'humour. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Nous sommes en direct, je suis obligé de rendre l'antenne. Merci d'avoir été aussi nombreux sur les réseaux sociaux. Continuez, excellente soirée sur Média TV. Ne ratez pas la rediffusion. À demain. Merci.